Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Émission que je voulais poser depuis un bon moment et on va donc prendre le temps de le faire correctement aujourd'hui. Comment, avec un peu plus de maturité par rapport à ce que on avait dit au précédent par rapport à cette thématique-là, comment se structure globalement l'écosystème crypto en vue de 2022. Je rappelle, 2022 pour moi, le scénario sur les cryptos reste haussier, mais c'est aussi l'année de la grande bifurcation, c'est-à-dire les flux devraient se concentrer dans certains projets pour les raisons qu'on va évoquer aujourd'hui. On va clairement sombrer dans le domaine des idées, mais on va essayer donc de voir comment globalement la structuration a maturé par rapport à il y a un an de ça, quels sont les différents projets qui se sont battus au courant de l'année dernière et qui se battent encore, mais comme on l'a dit, la grande divergence en cas devra de toute façon se produire pour séparer les projets qui auront de l'avenir des autres. Ce ne seront pas forcément les meilleurs projets et comme on l'a dit, attention ici à avoir un peu d'humilité et éviter évidemment les guerres tribales, etc. Tout le monde ne peut pas gagner dans cet écosystème et surtout donc si vous avez mis tous vos jetons sur un candidat, c'est évidemment là que vous gagnerez le plus d'argent si vous avez chopé le bon, c'est évidemment là que vous perdrez le plus si vous vous accrochez à ce jeton au lieu d'accepter que vous vous êtes peut-être trompé. Donc, on fera un état des lieux de ces grandes compétitions, et donc, on en a déjà longuement parlé, cette grosse compétition à venir sur l'année, de ce que je vais appeler le grand merge, la jonction, on va dire, entre les deux façons de scaler l'écosystème crypto qui ont évolué en parallèle en 2021 et qui devraient se rejoindre au courant de 2022. Donc on va parler dans cette thématique-là de la scalabilité horizontale de l'écosystème Ethereum, le grand ordinateur de l'argent décentralisé. On regardera la place qu'a Bitcoin autour de tout ça, pourquoi Bitcoin et Ethereum ne sont pas du tout en compétition, mais effectivement dans une évolution en parallèle, un peu comme l'or et le pétrole de la révolution industrielle. Les deux étaient essentiels et jouaient des rôles complètement différents. D'ailleurs, il y avait même une relation assez symbiotique entre ces deux-là. Si j'ai le temps, j'essaierai même de vous sortir ces graphes. Voilà, on parlera évidemment donc de la scalabilité dans l'autre sens, c'est-à-dire la scalabilité d'Ethereum, c'est une scalabilité du haut vers le bas, c'est-à-dire Ethereum étant et semble toujours se consolider comme étant la settlement layer, c'est-à-dire un petit peu comme une chambre de compensation interbancaire. C'est là que les gros sous y vont parce que c'est là que la sécurité est la plus indiscutable, soit par la preuve d'antériorité, soit évidemment donc par la migration ESG compatible de l'Ethereum lorsqu'il sera enfin transitionné en Proof of Stake. C'est un peu les derniers freins qui restent sur Ethereum. Navré pour les Ethereum killers, je pense toujours que la compétition est totalement à leur désavantage du fait de l'antériorité et de la preuve qui vient avec par Ethereum. Il n'y a qu'à regarder toujours les TVL. La compétition a été très dure et on le regardera notamment sur DeFi Llama. Effectivement, Ethereum, bien, la compétition arrive, mais maintenant, vous voyez le nombre d'acteurs, il y en a 80% qui vont disparaître. Donc maintenant qu'on a fait la guéguerre du Layer 1, et on va principalement passer notre temps à essayer d'analyser tout ça là-dedans, on verra bien que le gros problème, c'est que maintenant, il va falloir structurer cet écosystème avec donc un dominant qui incontestablement reste Ethereum, je suis navré, et probablement 1 à 2 compétiteurs qui se répartiront 30 à 40% des parts de marché restantes. Ça, c'est la première état des lieux. Donc, Ethereum, pour l'instant, navré, mais ça s'est installé et sa solidité n'a fait que se consolider au courant du cycle dernier. Et maintenant vient donc la question de la scalabilité horizontale de l'Ethereum, c'est-à-dire Ethereum semble aujourd'hui, en tout cas j'ai peu de chance de me tromper en disant que c'est ce qu'on appelle donc le settlement layer, c'est là que se réaliseront les transactions à forte capitalisation, et bref, c'est ici que très probablement d'autres chaînes viendront derrière réaliser des transactions à meilleur compte, tout comme le système bancaire s'orchestre autour de chambres de compensation aujourd'hui, qui sont principalement d'ailleurs les banques centrales. Donc tout simplement Ethereum c'est la banque centrale de l'ère numérique, et c'est la super banque des banques. Voilà. Donc la question, c'est de comprendre que derrière, dans un écosystème, l'argent ne se répartit pas immédiatement, on va dire, de Ethereum vers l'utilisateur final. Ça, je ne vais pas vous apprendre une grande nouveauté en disant que l'historique, la roadmap Ethereum, soi-disant 2.0, puisque maintenant ça a changé de nom, ne sera pas du tout telle qu'elle a été annoncée. Bref, un Ethereum à quelques centimes la transaction, je pense que ça deviendra assez peu probable à moyen terme. Il faut donc parler de scalabilité, donc la thématique a été changée récemment, d'ailleurs par Vitalik lui-même.
se rebasant aujourd'hui plus sur le fait que l'idée finale de l'Ethereum 2.0 de base, qui était donc d'utiliser et de sharder la blockchain pour pouvoir augmenter la capacité en transactions par seconde sans sacrifier trop la sécurité, semble de plus en plus repoussée dans le temps, et donc cette tâche a été confiée aux différents Layer 2 qui se connectent via ce qu'on appelle du Zero Knowledge Proof, c'est-à-dire qu'on a quand même une preuve d'authenticité qui est inscrite dans la blockchain Ethereum, servant donc, comme on l'a dit, de settlement layer, de chambre de compensation et de validation et de vérification des transactions derrière. Donc tout reste centré sur Ethereum, mais évidemment la scalabilité horizontale est assurée par d'autres protocoles avant que peut-être Ethereum le fasse lui-même en shardant sa blockchain. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on est sur une scalabilité principalement assurée par toutes ces layers de Ethereum, le principal étant Matic, mais il y en a d'autres. Voilà. Donc là, c'est la scalabilité horizontale Ethereum. On a à côté de ça, donc comme on l'a vu, d'autres blockchains qui ont principalement été conçus et vus comme étant des compétiteurs à Ethereum, mais qui ne le sont pas. Donc moi, toujours, je vous ai dit, si on fait la même chose qu'Ethereum, ça revient à piquer un petit peu, hein, c'est de dire on va piquer dans la, dans la TVL d'Ethereum, okay, donc on pique un peu, mais le principe c'est de comprendre que tout ça, une fois que ces machins-là vont devoir mourir, ou en tout cas qui vont devoir se sacrifier, une grande partie de la TVL qui est dans ces différents protocoles va soit migrer vers les protocoles compétiteurs d'Ethereum, soit tout simplement ça va retourner chez Ethereum. Hein. Bon, il y a peu de chances que ça revienne chez Ethereum, comme on l'a dit, puisqu'Ethereum a donc principalement aujourd'hui orienté sa demande vers des demandes de gros capitaux qui n'en ont stricto rien à foutre de payer des gas fees élevés, mais qui cherchent principalement la sécurité et l'inviolabilité de ce type de réseau dû à la TVL énorme et la market cap stratosphérique d'Ethereum et sa distribution déjà très diversifiée en vue de l'Ethereum 2.0. Autrement dit, pour corrompre Ethereum, c'est impossible. C'est pratiquement statistiquement impossible. Et ce sera même, et c'est même d'ores et déjà le cas quand on voit la distribution de validation Ethereum. Bref, Ethereum, c'est le plus sécure, point à la ligne. On ne peut pas faire plus simple que ça. Donc les autres vont se bastonner entre eux, et c'est là que le cannibalisme va arriver. Donc entre la Binance Smart Chain, qui est donc un des premiers, moi personnellement, je pense qu'il n'y a aucun doute à dire que la Binance Smart Chain va probablement manger une bonne partie de ses concurrents. Sont-ils, hein, voilà, ceux que vous connaissez, hein, Terra, Avalanche, Phantom, Solana, voilà, tout ça, il y en a une bonne partie qui va crever, tout simplement parce que l'argent va partir de ces protocoles pour aller vers d'autres. Je vous ai déjà donné mon avis à ce niveau-là, pour dire que pour moi, ceux qui me font le plus peur sont tous les protocoles qui ont déployé des protocoles forqués de situations existantes. Donc je vous donne vite fait un petit exemple de ce que ça donne. C'est-à-dire que par exemple, Binance Smart Chain, la plupart des protocoles leaders qui amènent la TVL sont des protocoles natifs, PancakeSwap, etc. Autrement dit, cette liquidité dans PancakeSwap, elle ne va pas se barrer pour aller sur un autre DEX. C'est tout simplement de comprendre que c'est natif à la blockchain BSC et ça y restera. Ce n'est pas des protocoles comme là qui vont pouvoir migrer de chaîne en chaîne. Okay, donc pour moi, BSC, peu de doute à dire qu'elle récupérera probablement une partie de la market cap des autres. Voilà. Après, dans quelle proportion, ça reste très compliqué à prévoir aujourd'hui. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus chiant, c'est-à-dire par exemple sur AVE, la plupart des protocoles sont distribués sur Avalanche, la plupart des protocoles sont distribués sur d'autres blockchains également. Autrement dit, si l'argent n'arrive pas sur Avalanche, eh ben, toute cette thune va très rapidement se barrer pour aller sur les blockchains les plus utilisées. Je l'ai dit, c'est cet effet de réseau. Les gens vont de toute façon suivre l'argent. Donc, si l'argent va sur une autre blockchain, eh ben, ici, ça n'aura aucun mal à ce que ces différents protocoles DeFi soient plus utilisés sur les autres blockchains que sur celle-là, les laissant donc prêtes à mourir à travers le temps. Cette fameuse, donc je dis, bifurcation. Une bonne partie des protocoles va perdre, une bonne partie des TVL dans différents protocoles va migrer sur les protocoles cœur. Ça ne va pas se faire en une journée, mais voilà. Phantom, on a quelques projets qui sont ici natifs, donc c'est intéressant, et on voit qu'on est à peu près sur la même page que Solana, mais il y a aussi beaucoup de protocoles qui sont très diversifiés. Donc Phantom, ça reste en risque pour ma part. Bon, Solana, je ne vais pas vous mentir que, voilà, pour moi, c'est clair et net que les deux vainqueurs, je vais pas spoiler la conclusion, parce que voilà, mais pour moi, les deux qui restent, Binance et Solana, le reste, ça va probablement dégager, et ça finira par partir soit sur Solana, soit sur Binance, soit revenir sur Ethereum. On a Polygon, donc le layer 2 Ethereum, c'est lui où j'ai malheureusement l'impression que c'est lui qui va récupérer tout le bordel qui vient de chez les copains, puisque donc Ethereum, à mon avis, c'est impossible de tuer ce protocole. Il restera, comme je vous dis, le plus important, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, et donc j'ai plutôt l'impression que la scalabilité horizontale de l'Ethereum, c'est pas Phantom ou les autres qui vont la mettre en place, c'est probablement quelque chose qui sera déjà relié correctement
avec Ethereum. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va parler des bridges. C'est la raison pour laquelle j'enregistre cette vidéo, donc vous l'avez probablement vu hier, en tout cas j'ai essayé de vous le repartager. Le bridge Solana Ethereum a été violé pour plus de 300 millions de dollars, enfin c'est énorme en termes de montant. Pour l'instant, le hacker en question, ou groupe de hackers, n'a pas nécessairement revendiqué l'attaque, et en tout cas ils sont pas plutôt partis pour rendre les thunes. Donc on a bien évidemment ici d'autres acteurs qui vont venir combler le vide, mais il s'agit quand même d'un gros trou pour la DeFi sur Solana. Est-ce que ça tuera Solana? Je ne pense pas, et on ne va pas du tout discuter de ces sujets subjectifs, mais restons donc dans l'idée que, effectivement, on a un problème qui est lié à ces bridges. C'est-à-dire que cet écosystème multi-chain qui avait pu être vendu en disant donc on a Ethereum avec ses Layer 2, qui permet donc de mettre en place la scalabilité horizontale promise par Ethereum 2.0 mais qui mettra plus de temps que prévu, et puis à côté de ça, donc les Ethereum Killers qui vont permettre de compenser ce manque de scalabilité par leur propre multi-chain, etc. Alors là évidemment, donc il y avait les fantômes, etc. et tout ça. Bon, certains apportent des nouveautés technologiques, des blocs plus rapides, des transactions finales plus rapides, etc., un plus grand nombre de transactions par seconde, une scalabilité horizontale intégrée, comme par exemple déjà dans Avax avec ses subnets, etc. Il y a plein de bonnes solutions, donc loin de moi l'idée de dire que ces trucs-là sont pas bons, c'est même probablement meilleur que l'original, mais il faut bien comprendre que c'est pas nécessairement la technologie qui s'impose à travers le temps. Il y a plein d'autres facteurs, et notamment, comme je vous dis, ces effets un peu cons et un peu moutonniers de réseau, mais surtout comprendre que ce qui compte pour la grosse monnaie, c'est pas nécessairement d'avoir des TPS de fous furieux, etc., et des transactions pas chères. Ce qui les intéresse, c'est toujours la confiance. C'est la base de tous les systèmes monétaires, et la confiance, navré, elle est plus que solide sur Ethereum, et ce sera encore pire quand elle sera en transition Proof of Stake, puisqu'elle sera enfin compatible avec les standards ESG des institutionnels, qui à mon avis s'en targueront pas à en foutre plein dans leur portefeuille. Voilà donc pour ma part le statu quo de ce début d'année. Pour moi, Ethereum a solidifié sa position dominante au courant de l'année dernière, malgré donc une compétition féroce. Et j'ai malheureusement peur que toutes ces options plus ou moins bonnes alternatives vont probablement souffrir d'un withdrawal effect assez dangereux. Bref, à mon avis, une bonne partie de ces protocoles DeFi qui tournent sur plusieurs chaînes vont probablement donc revenir sur les chaînes cœur pour concentrer un petit peu cette demande due à des effets de réseau. Donc est-ce que ça va s'orchestrer, comme moi je le pense, sur les Layer 2 déjà connectés à Ethereum dû à ces problèmes de bridge? C'est bien de comprendre que si on a plusieurs chaînes avec chacune leur scalabilité horizontale, par exemple Phantom, puis Avax, puis machin, le problème, c'est qu'il faut des bridges. Il va falloir un bridge Avax Ethereum, il va falloir un bridge Phantom Ethereum, voilà, etc. Bon, on vient de le voir, le problème, c'est que ces bridges introduisent des sécurités plus ou moins bonnes, puisque là, on vient de voir l'échec d'un premier bridge, et à mon avis, ce ne sera pas le seul cette année. Donc, c'est à mon avis ça qui va faire que petit à petit, la sélection naturelle va s'opérer, et plutôt en faveur, donc comme toujours, de là où se trouve la sécurité et la confiance, c'est-à-dire, à mon avis, Ethereum. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souci à un moment donné entre, par exemple, Polygon et Ethereum. Donc il faut faire vraiment attention. Mais il y a donc pour moi un gros problème à poser au niveau des bridges, et je pense que ce sera donc le catalyseur d'une sélection naturelle envers cet écosystème trop disparate aujourd'hui, qui devrait donc se recentrer vers un nombre d'acteurs limité. Historiquement, 3 acteurs se partagent les grandes parts de marché. Les autres, petit à petit, perdent de l'intérêt à travers le temps. Pour moi, je ne mens pas, les 3 qui me semblent de loin être les plus probables en tant que candidats à survivre à cette sélection naturelle sont donc Ethereum, Solana et et la Binance Smart Chain, pour l'instant, est jusqu'à preuve du contraire. Binance Smart Chain, d'ailleurs, qui nous annonce déjà son protocole de communication interblockchain pour mettre en place sa propre scalabilité horizontale. Donc, je pense, une très belle année à venir pour la Binance Smart Chain. Maintenant, attention, on est sur un protocole qui coûte déjà une petite blinde, donc je ne suis pas sûr que ce se traduise nécessairement en une hausse du token, mais plutôt, là encore, en consolidation de l'aspect des dominants de ce secteur, qu'a également la Binance Smart Chain, comme étant ni plus ni moins qu'un Ethereum pas cher et centralisé. Mais voilà, donc on reparlera éventuellement de ça. Donc, principal élément à comprendre, pour moi, le problème de la scalabilité horizontale d'Ethereum est déjà en phase de résolution. 2022 devrait voir la phase de sélection naturelle des candidats qui survivront l'épreuve du temps.
Derrière, donc, c'est de comprendre qu'à partir de cette scalabilité horizontale hors de la settlement layer, alors je ne parle même pas de Bitcoin qui se trouve au-dessus de ça, Bitcoin est la réserve de valeur ultime, c'est-à-dire que ceux qui pensent que Bitcoin va mourir, j'ai franchement du mal à l'imaginer. Est-ce que on ira vers un ban du mining parce que c'est pas bon, etc., etc. Bon, peut-être, mais jusqu'à preuve du contraire, à l'époque de la ruée vers l'or, l'or avait des conséquences catastrophiques, que ce soit humaines ou écologiques, et pour autant, tout le monde continuait de miner parce que, voilà, c'est pareil. Là encore, on est sur des effets de réseau, des effets de masse. C'est pas très intelligent, mais ça m'étonnerait que Bitcoin s'arrête demain, malgré les impacts écologique que ça peut avoir, puisque donc Bitcoin n'est clairement pas neutre à ce niveau-là. Mais on en a besoin, je pense que voilà, tout comme le Proof of Stake est une méthode de consensus, il me semble que le Proof of Work aura encore de belles années devant lui, et principalement à travers Bitcoin. Voilà, donc comprendre que c'est comme ça que se construira l'écosystème, un stockage de valeur référent dans lequel très peu de transactions sont réalisées, mais c'est un peu comme l'or à l'époque. L'or était la colonne vertébrale de toute la croissance industrielle. Bref, il y avait de l'or partout pour ancrer à la fois le pouvoir et la valeur. Donc je pense que Bitcoin aura sans problème ce rôle-là. Évidemment, Ethereum, c'est celui qui va distribuer la valeur au sein de l'économie, mais selon un axe très vertical, c'est-à-dire que c'est que la grosse monnaie qui ira traiter sur Ethereum. Bref, si vous avez un Bored Ape Yacht Club à 2 millions, vous irez le foutre sur Ethereum, il sera bien plus sécurisé que sur OpenSea, par exemple. Derrière, donc, les scalabilités horizontales, principalement opérées, à mon avis, par des layers 2 et évidemment des blockchains compétitrices. Donc, on l'a dit, selon éventuellement un modèle comme BSC, donc un modèle beaucoup plus cheap et beaucoup plus centralisé, qui lui permet donc un développement plus rapide, dû au fait que les instances de gouvernance sont centralisées. Mais évidemment, Binance aura largement, à mon avis, son lot de problèmes à gérer à travers le temps, notamment principalement dû à sa centralisation, donc la problématique de régulation qui attend Binance. De l'autre côté, à mon avis, donc Solana, qui là par contre joue pas du tout dans la même cour qu'Ethereum, puisque là on est plutôt donc sur de la transaction extrêmement rapide et on est sur une capacité horizontale de transaction très très impressionnante. Et je pense que Solana va en plus de ça donc commencer sa propre scalabilité horizontale cette année, c'est-à-dire que les 2 à 300 000 TPS déjà testés en network running, alors évidemment dû à des DDoS attaques pour l'instant, je pense n'auront aucun mal à se transformer en plusieurs millions de transactions par seconde en crête lorsque le réseau aura probablement mis en place sa propre scalabilité horizontale pour éviter justement que si une chaîne est engorgée, que tout le réseau soit pété, tout simplement. On pourra manger des DDoS attaques dans le futur et ce sera même probablement de plus en plus récurrent sur Solana, mais par contre l'ensemble des autres subnets entre guillemets pourraient continuer de jouer leur rôle. Alors Solana n'est pas non plus garantie de réussir, comme on l'a dit. Ces trois acteurs, pour moi, il y en a un qui est pratiquement sûr. Les deux autres, attention, ici on peut très bien imaginer que Solana va mourir, être remplacé par Avax, ou même chose par Binance Smart Chain. Les concurrents ne sont pas nécessairement, comme je vous dis, bons pour la poubelle. C'est juste que, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre la deuxième partie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interconnexion directe entre Matic et l'utilisateur final. Ça me paraît assez peu probable, tout simplement parce qu'en général, comme l'économie actuelle, je vous rappelle que la migration vers l'économie numérique, qui est donc ni plus ni moins qu'une révolution, c'est pas on prend tout, on balance tout et on reconstruit mieux. C'est on prend et on finit à la fin avec un système hybride entre les deux. Autrement dit, les schémas d'organisation de l'ancien système ont une fâcheuse tendance à se retrouver aussi sur le nouveau. Et autant vous dire que le système financier, c'est clairement pas la banque centrale qui interagit directement avec vous. Donc, il y a très peu de chances que ce soit le cas. Tout cet écosystème est fractionné, et donc bien de comprendre que vous avez donc les réserves de valeur. Bon, c'était l'or jusqu'à Bretton Woods. Aujourd'hui, c'est rien. Donc, la crise de valeur qui nous attend, puisque aujourd'hui, la valeur, elle est ancrée sur des croyances de ton État n'imprimera pas plus que le voisin. Bref, on a bien vu que c'était n'importe quoi. Donc derrière, vous avez les banques centrales, vous avez même au-dessus de ça la banque centrale des banques centrales, le Fonds monétaire international, et donc derrière, admettons, donc le Fonds monétaire international, c'est un peu l'équivalent Ethereum, derrière vous avez les banques centrales, qui seraient un peu la scalabilité horizontale, et dessous vous avez les banques d'investissement, puis banques de détail, etc. Donc il y a encore, à mon avis, une sous-couche ici, qui va être nécessaire pour comprendre donc cette
effet d'échelle de scalabilité entre donc la réserve de valeur ultime, Bitcoin, et l'utilisation finale. Raison pour laquelle je pense toujours que les squeezes, par exemple via le Lightning Network, sont possibles, mais auront très peu de chances de s'extrapoler à l'échelle mondiale. Mais il y aura effectivement donc certains pays comme le Salvador qui vont essayer de tenter ces bypass complets de l'ancien système, même si encore une fois, à mon avis, il ne faut pas rejeter l'ancien système, mais comprendre que ce qui nous attend, c'est un hybride. Donc voilà. Moi, la question que je me pose, donc, c'est toujours qui est là. Eh ben, j'ai eu coutume de dire que là, on est effectivement généralement sur une recherche verticale, c'est-à-dire qu'on construit d'abord les protocoles qui récupèrent un maximum de valeur, et puis cette valeur est distribuée au fur et à mesure. Ok ? Mais il y a un protocole qui m'a toujours intéressé, enfin un écosystème qui m'a toujours intéressé parce que justement, lui, il fait l'inverse, il construit du bas vers le haut, c'est l'écosystème Cosmos. Alors évidemment, ça fait beaucoup parler en ce moment Cosmos parce que c'est là que se passe l'action, c'est là que la plupart des nouvelles blockchains se construisent via le Cosmos SDK notamment, mais tout simplement donc de faire comprendre que ce que les gens n'ont pas compris dans l'écosystème Cosmos, et pour éviter d'en parler trop en détail ici, on en reparlera dans une prochaine vidéo que je mettrai la semaine prochaine, probablement de mise à jour de cet écosystème Cosmos. On en avait fait une l'année dernière, on va en refaire une parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à dire. Donc de Cosmos qui s'est construit dans l'incompréhension totale de mais pourquoi ces gars-là ils font ça, on construit le SDK, puis on construit l'IBC, bref, on construit des modules qui vont derrière servir donc des hubs et des services. Les premières blockchains qui se construisent dans l'écosystème Cosmos sont principalement pour du service. On a par exemple le Secret Network pour l'exécution de contrats, de smart contracts et de swap secrets, donc l'aspect privacy by default. On a d'autres choses comme par exemple le Cosmwasm qui est ni plus ni moins qu'un autre langage de smart contract propre à Juno par exemple, très intéressant parce que c'est un smart contract beaucoup plus facile à réaliser et à coder que le langage Solidity d'Ethereum. Donc voilà, plein de protocoles comme ça qui viennent se greffer dans cet écosystème Cosmos, et donc ça, personne n'y a trouvé d'intérêt parce qu'effectivement, tout le monde était focalisé sur l'aspect grosse monnaie, comment gagner le plus d'argent et comment définir les protocoles qui géreront des milliards demain. Bref, comme d'hab, la spéculation se concentre d'abord là où se trouvent les profits. Mais je pense que ça, c'est un écosystème qui a été complètement oublié parce qu'encore une fois, l'écosystème de distribution de la valeur en général ne va pas du tout de l'un à l'autre, c'est très peu probable. Par contre, donc, cette construction du bas vers le haut de Cosmos n'a pas attiré les regards parce qu'on construisait d'abord des modules. C'est quand les gens vont commencer à comprendre comment ces modules interagissent tous les uns avec les autres, ce fameux Internet des blockchains que disait que vendait la construction elle-même de Cosmos, c'est de comprendre que c'est là, pour ma part, que se trouve derrière la mise en place de l'utilisation et de l'utilité réelle de toutes ces technologies. En gros, on construit les réseaux, on construit les modules, et va se retrouver au milieu. Le vrai gouffre, c'est quand le moment où la plupart des opérateurs privés vont s'approprier la technologie. C'est-à-dire qu'ils auront des réseaux en place de distribution de valeur et de maintien des stabilités de la valeur. On aura donc un écosystème de crédit basé probablement sur les rendements Ethereum qui seront donc considérés comme les rendements safe, tout comme on l'avait dit, il y a des équivalents dans le monde aujourd'hui sous forme par exemple donc, de rendements obligataires souverains qui permettent de stabiliser le crédit avec des taux souverains derrière, des taux directeurs de banque centrale. Tout ça probablement donc, sera indexé sur la valeur à la fois Bitcoin et Ethereum. Vient la scalabilité horizontale, qui est ni plus ni moins la façon dont cet argent sera distribué dans les différentes parties de l'écosystème, et derrière, donc l'écosystème d'utilisation réelle, principalement, donc, à mon avis, non pas sur l'adoption des particuliers, mais l'adoption des entreprises, qui amènera de fait l'adoption des particuliers derrière elle, c'est de comprendre que ce secteur privé, il va utiliser directement des protocoles ou construire ses propres blockchains propriétaires et interagir avec les différents protocoles, à la fois en haut et à la fois en bas. Bref, autrement dit, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est cette couche, c'est-à-dire les vrais cas d'utilisation. Maintenant que la plupart des réseaux commencent à produire une technologie de plus en plus mature et de plus en plus sécuritaire, l'écosystème se consolide, la vision globale de ce à quoi il commence à ressembler s'affine de plus en plus. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce qui nous manque aujourd'hui maintenant, c'est l'utilisation, les cas d'utilisation réels dans l'économie réelle, d'acteurs économiques réels, probablement du secteur privé, puisque ce sont ceux qui sont amenés à prendre le plus de risques, à essayer ces nouvelles technologies, qui devraient jouer le rôle d'interconnexion, c'est-à-dire interagir avec les réserves de valeur et d'interagir avec les protocoles qui servent derrière à réaliser différentes actions, etc. Ok ? Et donc bien de comprendre qu'une fois que cette interconnexion sera faite, eh bien il ne restera plus qu'une chose derrière. Les utilisateurs finaux, c'est-à-dire nous, vous et moi,
la réserve des retail, des consommateurs, entre guillemets, ceux qui consommeront ces produits numériques, eh bien nous, après, on viendra interagir directement avec différentes sociétés qui se positionneront dans cet écosystème, elles-mêmes interagissant avec différents protocoles et différentes réserves de valeur. Puisque je vous rappelle, les entreprises, ce qu'elles recherchent finalement, ce sont des financements pour réaliser des activités ou financer des activités futures et des services pour réaliser des actions. Tout simplement. Aujourd'hui, je pense que l'aspect service émane principalement de l'écosystème Cosmos, mais il y a des candidats potentiels à la disruption à ce niveau-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas consensus parce qu'il est encore un peu tôt, mais c'est clairement par là-bas que l'action se passe depuis quelques mois. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ça, c'est de construire 2022, de cimenter un petit peu cet écosystème de représentation de la valeur pour qu'on arrête aujourd'hui tout simplement cette phase préparatoire, mais absolument nécessaire, de cimentation du réseau, et qu'on se fabrique aujourd'hui, enfin qu'on se concentre aujourd'hui, maintenant que la production de services commence à accélérer très sincèrement, eh bien je pense que 2022 et 2023 seront principalement concentrés sur la mise réelle sur le marché de ces technologies, c'est-à-dire le secteur privé s'emparant lui-même de la technologie blockchain. Probablement pour créer la plus grosse bulle spéculative de blockchain jamais vue, mais bon, évidemment, toutes ces phases-là préparatives mettront derrière des dizaines d'années à réellement se transposer comme étant la nouvelle norme, et ça passera probablement, comme on l'a dit, par un effet de bulle. Mais aujourd'hui, je pense que l'état de maturité de la partie supérieure du système commence sérieusement à se solidifier. Il y a encore de l'incertitude par rapport aux différents candidats, mais évidemment, aujourd'hui, le consensus s'orchestre vachement plus pour dire que Bitcoin, Ethereum, on y est. Reste à savoir, donc, ici, à solidifier quels vont être les réseaux majeurs qui vont disputer le leadership d'Ethereum. Je vous ai donné mes favoris, mais j'ai le droit de me planter et vous avez le droit d'avoir les vôtres. Leur propre scalabilité horizontale. Attention donc avec les bridges, d'accord, qui se mettront en place entre ces différents layer 1. Et donc, à le risque de ces différents bridges, voilà, ça a tapé sur Solana l'autre jour, je parie qu'il y en aura d'autres qui seront vulnérables au courant de ce truc-là. Et donc, ne surtout pas oublier cet aspect de scalabilité verticale, qui est donc de construire des services en vue de l'utilisation derrière de ces derniers. Et donc, la couche intermédiaire qui devrait arriver dans les prochains trimestres, normalement, peut-être que l'année prochaine, loin de moi d'avoir l'idée de donner des timings, mais voilà, cette mise en place de l'économie, enfin de la technologie blockchain et de tout ce qu'elle peut apporter derrière comme service dans l'économie réelle. D'accord ? C'est-à-dire avec des interactions avec des clients, vous et moi. D'accord ? Donc commencer à produire derrière de la vraie valeur avec les technologies qu'on a construites et les différents réseaux qu'on a mis en place et solidifiés ces dernières années. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Alors c'est un peu le bordel sur le schéma, mais j'espère que vous l'aurez donc compris. À ce niveau-là, voilà comment ça se passe. Je vous fais donc une dernière petite vision un petit peu donc de ce truc-là, de cet écosystème, parce que je trouve que la vision ici est quand même très intéressante, donc de cet écosystème Cosmos qui commence donc effectivement à se construire autour de ces différentes bulles de services qui sont donc, et vous voyez, je trouve que ce schéma est très très parlant, puisque donc effectivement on voit l'interaction de ces différents services entre eux, via l'IBC, etc. Donc voilà, ça se cimente de plus en plus comme étant la nouvelle norme. C'est un peu comme le protocole TCP/IP avait cimenté l'Internet. Il semble de plus en plus que l'IBC semble être le protocole qui l'emporte pour l'instant. Attention, c'est pas nul de compétition. Binance a lui-même fait savoir qu'ils allaient construire leur propre protocole de transfert inter-blockchain. Donc très intéressant, mais c'est ça la thématique de 2022. Joindre les capitaux, c'est-à-dire la distribution de valeur, probablement centrée autour d'Ethereum et d'une paire d'autres compétiteurs, vers les utilisations futures réelles et la partie service qui semble aujourd'hui bien plus active dans l'écosystème Cosmos qu'ailleurs. Mais attention, aucun leadership n'est incontesté. Donc il y aura probablement deux compétiteurs à Cosmos, mais il me semble que Cosmos n'est ni plus ni moins que l'Ethereum du service dans la blockchain. Voilà. Allez, ciao ciao.